Salut à tous, bienvenue dans Savoir-faire extraordinaire. Je suis Camille Savali et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce premier épisode. J'ai créé ce podcast parce que j'ai une grande passion pour le savoir-faire et l'artisanat, pour les choses belles qui durent dans le temps, et j'ai envie de partager cette passion et de vous faire découvrir des métiers incroyables. Alors le principe, c'est que je vous embarque et on part à la rencontre d'artisans dans leurs ateliers et on parle de leur métier, de leur passion, de ce qu'ils animent au quotidien. On parle aussi d'évolution de leur métier dans un temps où la technologie, l'industrialisation et aussi le digital peuvent changer la donne. Dans ce premier épisode, on va parler du champagne. Alors c'est un sujet qui m'a plutôt intimidée parce qu'il est assez technique, mais c'est aussi vraiment fascinant et j'espère que comme moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rencontrer Christine Piocevillano, qui est vigneronne indépendante et qui produit son champagne avec son mari sur le domaine Piocevillano, où avant 10 générations de vignerons ont produit du champagne. Alors vous allez le voir, Christine est très passionnée, elle est très pointue sur le sujet et c'est un vrai plaisir de l'écouter nous parler de champagne. On a abordé plusieurs points, les grandes étapes de la fabrication du champagne, les préoccupations que soulève le réchauffement climatique, la façon de faire des assemblages, bref, vraiment plein de thèmes passionnants et même surprenants si comme moi vous êtes un novice sur le sujet. Et puis pour ne rien gâcher, Christine m'a accueilli sur sa terrasse au soleil face aux vignes et même si on a eu un peu de vent, vous allez l'entendre un tout petit peu, c'était vraiment un super moment. Donc voilà, je remercie encore Christine pour son accueil et je vous laisse tout découvrir sur le champagne. Bonjour Christine, merci beaucoup de me recevoir sur le domaine Piocevillano. Bonjour. Donc, Christine, vous êtes vigneron indépendant. Qu'est-ce que c'est qu'être vigneron indépendant ? Alors, vigneron indépendant, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes de A à Z, depuis la production de la vigne jusqu'à la commercialisation de la bouteille. Donc tous les jours, c'est vous qui êtes donc sur le terrain en train j'imagine donc de vous occuper des vignes, de aussi s'occuper donc commercialisation. Vous faites de la commercialisation surtout en France ou est-ce que Un peu partout, on a différents canaux de distribution sur la France, mais on vend aussi à l'export. Donc, D'accord. voilà. Donc effectivement, on est sur le domaine viticole, on s'occupe également des vins, on les commercialise et on reçoit aussi la propriété puisqu'on fait également de la vente directe. On fait tout de A à Z, je dis toujours avec mes raisins dans ma cave. Et donc vous produisez du champagne. Alors le champagne, qu'est-ce que c'est ? Alors le champagne déjà, c'est un vin effervescent, produit uniquement dans la région de Champagne, sur les terres délimitées AOC Champagne. Donc en fait, aucun autre vin effervescent ou à bulles ne peut être appelé champagne. Non, il faut absolument qu'il soit produit sur la zone délimitée dans les années 30 de mémoire. D'accord, ok. Donc pour le champagne, comment est-ce qu'on le produit si on devait résumer un petit peu les étapes Alors, en fait, la production, on pourrait y passer des heures. Je vais essayer de faire rapide. Donc, au départ, on a 3 cépages principaux qui amènent, pour l'élaboration du champagne. Chaque cépage, en fait, apporte quelque chose. Le chardonnay apporte la finesse, le pinot noir apporte la structure, la puissance en bouche et le meunier apporte le fruit. Après, en fonction des régions, on va avoir plus ou moins une majorité de cépages. Ici, on est notamment planté plus en meunier parce qu'il est mieux adapté au microclimat de la vallée de la Marne. Ensuite, on va récolter ces raisins. On les récolte à la main. À l'heure actuelle, la machine à vendanger est interdite en Champagne pour assurer effectivement la qualité des jus qui vont être apportés parce que le pinot noir et le meunier sont des raisins noirs. Donc la spécificité en Champagne aussi, c'est le fractionnement. En fait, c'est quand on presse, on a différents types de jus en fait que nous allons séparer en fonction de leur qualité. Ensuite, on fait une fermentation alcoolique comme n'importe quel vin. Donc la fermentation alcoolique, c'est les levures du raisin. Après, on peut utiliser des levures sélectionnées, mais ça va être technique. Donc on a dit qu'on le faisait rapide. Donc ce sont les levures du raisin qui vont manger le sucre du raisin et produire de l'alcool. Voilà. Et en fait, après 7 à 8 jours, on va avoir un vin tranquille dans une première étape qui va titrer à 11 degrés d'alcool. Voilà. Donc là, il n'a pas encore ses bulles. Il n'a pas encore ses bulles. C'est un vin tranquille, c'est un vin blanc sec. C'est d'ailleurs très très bon en fait. On pourrait en faire ce qu'on appelle un coteau champenois, puisqu'en Champagne, on produit également des coteaux champenois, donc des vins tranquilles, sans bulles. On peut les produire en blanc, en rouge et en rosé. Voilà. On peut également produire des ratafias et on peut produire aussi certaines sortes d'alcool sur toujours cette appellation d'origine contrôlée Champagne. Ok.
Donc ça, c'était la petite aparté. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a nos vins, on va faire quelques opérations. On peut faire une fermentation malolactique, en fait, qui est la destruction de l'acide malique, donc pour arrondir le champagne, enfin le futur champagne, pardon. On va aussi faire des opérations de clarification. Et ensuite, on va faire les assemblages. Et les assemblages, c'est aussi un temps fort dans la production des champagnes, puisque on va avoir différents types de vins qui vont se marier pour... Voilà, c'est ça. Alors, en plus, c'est un peu comme une recette de cuisine. J'aime bien parler de ces assemblages parce que les gens, ils n'imaginent pas comment on fait. Mais en fait, on a des vins tranquilles, secs, des vins blancs. Il va falloir qu'on imagine le produit final en plus sucré, avec 1 degré d'alcool de plus. Oui. Et la prise de mousse, c'est-à-dire l'arrivée des bulles, va renforcer certains aspects, en fait, du champagne. Et tout ça, et notamment, si on a dès le départ beaucoup d'acidité, ça va encore renforcer l'acidité. Donc tout ça, il faut qu'on en prenne conscience au moment des assemblages. Et les assemblages, on a différents types de vins. On les déguste déjà de manière isolée, en fait. On va les noter. Et ensuite, on va se dire, on va prendre un petit peu les recettes de l'année dernière. C'est juste qu'on va les adapter. Et on prend aussi, comme sur tout ce qui est gamme traditionnelle, on essaye d'avoir les mêmes champagnes d'une année sur l'autre. On va prendre aussi des vins de réserve, c'est-à-dire les vins des années précédentes, pour rééquilibrer la vendange et être sûr d'avoir toujours le même goût d'une année sur l'autre. Ensuite, on va recréer les conditions d'une fermentation alcoolique, mais en bouteille cette fois-ci, donc juste avant la mise en bouteille. On va rajouter des levures et du sucre. Les levures, de nouveau, vont manger le sucre, mais cette fois-ci en bouteille. Et comme ça produit du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, pardon, je vais y arriver, la fermentation en cuve, pas de souci, ça s'échappe en fait. Mais effectivement, la prisonnier en bouteille, le dioxyde de carbone va donner les bulles. Voilà, donc une effervescence naturelle. La différence, par exemple, des vins comme le Prosecco qui sont... Exactement. Le Prosecco est gazéifié directement en cuve. D'accord. À ma connaissance. Voilà. Je ne veux pas, mais à ma connaissance. Et la différence aussi qu'on peut ajouter sur le Prosecco, c'est qu'à ma connaissance également, ils sont produits forcément avec 85% de Glera, qui est un cépage. Donc en fait, ça leur donne quand même, toujours un peu la même trame quelque part. Oui, donc un peu de constance dans le goût. D'accord. Voilà. Nous, on fait ce qu'on veut en fait. Si on veut faire 100% de meunier, par exemple, on fait 100% de meunier. Si on veut faire 20 comme ci, 30 comme ça et 70 comme ça, voilà, ça dépend après de la pâte du vinificateur, du terroir et puis de beaucoup de choses. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. En fait. Voilà. Et comment ça s'apprend de savoir quels vont être les bons assemblages, les choses qui vont bien se marier pour faire un vin qui a du caractère, qui va se différencier justement d'un autre vin Alors ça s'apprend par la pratique déjà. Alors la pratique, c'est déjà la connaissance de différents champagnes et pas que les siens, c'est d'aller goûter de nombreux champagnes, que ce soit au niveau des maisons, au niveau des vignerons, etc. Déjà ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la pratique aussi de la dégustation des vins clairs. Donc les vins clairs, c'est quand même parce que c'est pas évident. On déguste des vins secs et c'est de se dire qu'est-ce qu'ils vont donner après la prise de mousse. Tout ça en fait, ça s'apprend au fur et à mesure des années en fait. Voilà. On commence très petit. On commence tout petit, mais en fait après, quand on est dans une maison comme la mienne, on apprend déjà des générations précédentes. Quelque part. Donc, moi, je suis arrivée, mon père m'a dit, pour avoir tel vin chaque année fait comme ça, moi, je fais comme ça. Donc, j'utilise telle base, en fait. Donc, voilà, oui, effectivement, il y a ce dont on hérite et ce qu'on apprend sur le temps. Et ça fait plusieurs générations que le domaine Pio Sivigliano existe, il me semble. Oui. Alors, nous sommes vignerons, viticulteurs dans un premier temps. Depuis 1700, en fait, c'est mon ancêtre Antoine Pio qui a... en tout cas, on est remonté jusqu'à Antoine Pio. On n'a pas pu remonter plus haut. Et puis, par contre, on fait des champagnes depuis 1954. C'est mon grand-père qui s'est lancé, mais il s'est lancé tout seul directement en vigneron indépendant. Alors les vignerons indépendants n'existaient pas, mais il a tout de suite été vigneron indépendant parce qu'en Champagne, il y en a beaucoup qui se lancent en sortant de coopérative. Ça n'est pas notre cas, nous n'avons jamais été en coopérative.
Ok. Et les vignerons indépendants, c'est dans les années 70, c'est ça qu'ils se sont... De mémoire, c'est dans les années fédérés 70. En Champagne, on a 27 ans d'existence. Mais D'accord. nous, on est rentré officiellement au sein des vignerons indépendants, au sein de la fédération. Je crois, c'est moi qui suis rentrée en 2011, quelque chose comme ça. Donc pour faire les assemblages, est-ce que vous faites recours à un œnologue aussi ou est-ce que c'est simplement entre vous en famille? Alors, officiellement, nous n'avons pas de recours à aucun œnologue. Alors après, effectivement, on a une sorte de soutien plus au niveau des calculs. Parce que nous, enfin voilà, mais par contre, sur tout ce qui est créativité des vins, etc., non, c'est vraiment Vincent et moi-même, mon mari, puisque je ne travaille pas toute seule. Je dis quand même toujours que je suis la gardienne de la tradition familiale. C'est normal que ce soit moi en même temps. Mais effectivement, les œnologues, ça reste nous. Pourquoi ? Parce que premièrement, toute la gamme traditionnelle qui avait été créée par les générations précédentes, nous l'avons conservée. Mon idée, c'était, je reviens, mais je fais partie, en tout cas ma philosophie, c'est plutôt celle-ci, je reviens, mais je fais partie d'une tradition familiale déjà existante. Donc je ne fais pas la révolution dans la famille. J'arrive, donc j'ai conservé tout l'existant et moi j'ai créé mes propres cuvées. Après j'apporte, effectivement, j'affine les cuvées existantes. On les a affinées. La première chose qu'on a affiné, c'est effectivement le dosage, donc le niveau de sucre en fait. Mais moi, voilà, je ne fais que... je crée mes propres... quand j'arrive et que je rachète des cuves, je rachète à peu près les mêmes que les générations précédentes. Après, effectivement, quand j'achète des choses nouvelles ou que j'ai envie d'apporter des choses nouvelles, je le fais, mais sans toucher... L'idée aussi, c'est de respecter le terroir quelque part. Et c'est ce qu'ont fait les générations précédentes, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui aurait changé, selon vous, dans la production du champagne depuis donc, vos ancêtres et aujourd'hui? Ou au contraire, qu'est-ce qui est similaire? Alors, il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a tellement de choses qui ont changé parce que la structure sociale des vignerons aussi a changé. Mais depuis 1700, il y a eu un drame dans la viticulture française au 19e siècle qui s'appelle la crise du phylloxéra. D'ailleurs, le premier cas de phylloxéra en Champagne a été découvert à 500 mètres d'ici, en fait. Il a été découvert entre Vincelles et Tréloux par un piot, d'ailleurs. Et si vous voulez, effectivement, il y a déjà eu ça. C'est-à-dire que si on regarde déjà l'histoire de la Champagne, c'est aussi l'histoire de la viticulture française. Et c'est déjà, il n'y a qu'un tiers de vignobles qui a été replanté par rapport à avant la crise du phylloxéra où on a dû tout arracher en fait. Ah oui, donc repartir de zéro. Toutes les régions viticoles sont reparties de zéro en fait. Et la Champagne, elle est repartie de zéro à la fin du 19e siècle parce que ça a été la dernière région touchée en fait. Et en fait, en replantant, déjà, on a changé le mode de production. On est parti sur une production en foule. Enfin, la vigne était plantée en foule à une vigne un peu plus organisée, en fait, qui nous permet de la mécaniser. Donc, on l'a mécanisée dans un premier temps. Alors, la mécanisation, elle est arrivée un peu plus tard, quand même, par rapport au phylloxéra, parce que moi, je vois mon grand-père, il a acheté son premier tracteur en 1960. On avait des chevaux ici, on avait des écuries. Il a dû se séparer de ses derniers chevaux, ce qui a été un crève-cœur terrible pour mon grand-père. Il y a eu aussi, on va pas se cacher les choses, mais il y a eu aussi l'arrivée des produits chimiques qui a complètement transformé, qui a permis une production plus importante, des rendements plus élevés en fait. Alors c'est pas la plus belle partie de la viticulture parce que qu'on en utilise toujours, c'est une chose. Le problème, c'est les quantités qui ont été utilisées par les générations précédentes. Pour moi, elles ne sont pas en cause, elles ont juste écouté des conseils, puisqu'elles ne sont pas des ingénieurs agronomes. Donc, pour moi, la responsabilité, elle n'est pas sur le vigneron, elle est plutôt, même si effectivement, il pouvait s'interroger, et encore, elle est sur les industriels qui ont vendu ces produits. À l'heure actuelle, on est dans une phase de réduction. Oui, parce que vous, aujourd'hui, vous travaillez la vigne de façon très raisonnée. Tout à fait. Oui. Ici, on est en raisonné, mais je dirais, même sans parler de raisonner, il y a énormément de substances actives qui ont été interdites ces 20 dernières années, dont on n'en parle jamais. Mais aujourd'hui, tous les produits les plus dangereux ont été interdits. Ce qu'on appelle les CMR sont en cours de réduction drastique, les cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ils sont en grosse réduction, mais même dans l'utilisation, puisque aujourd'hui, en fait, quand on fait un traitement, il y a des heures de rentrée sur les parcelles. Ça, c'est arrivé il y a moins de 10 ans, en fait.
Et évidemment, quand vous voulez que vos salariés ils aillent travailler, vous dites on va utiliser des produits moins dangereux. Et du coup, tous les CMR, aujourd'hui, c'est 48 heures de délai de rentrée de parcelle. Donc du coup, aujourd'hui, de moins en moins de vignerons les utilisent pour utiliser des choses beaucoup moins nocives, en fait. Mais pour des raisons plus de travail, vous allez me dire que d'environnement, mais c'est quand même déjà ça, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, donc il y a cette réduction aujourd'hui. Alors, entre mon grand-père, qu'on n'utilisait quasiment pas, hein, parce que mon grand-père, il charrutait. C'est vrai que quand mes parents ont repris l'exploitation, mon grand-père a dit « Ah, regardez, c'est magique !» Bien sûr que c'est magique, c'est quand même moins de travail, c'est quand même moins de... et puis aujourd'hui, on est dans le sens inverse, c'est-à-dire dans la réduction. Nous, ici, aujourd'hui, on n'utilise plus d'insecticides, on n'utilise plus d'herbicides non plus, hein, depuis 5 ans. C'est un énorme travail, ce sont d'énormes investissements. Alors, vous allez me dire, votre grand-père, il n'avait pas les mêmes investissements. C'est vrai, mais lui, il travaillait sur 3 hectares, et nous, aujourd'hui, on travaille sur 8 hectares. On n'a pas les mêmes emprunts non plus à la fin. Donc tout ça, ça a forcément un impact en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne met plus rien, évidemment, mais en tout cas, on fait très attention à ce qu'on fait et chaque année, on se remet en cause et on réfléchit à de nouvelles alternatives quand elles existent. Parce que le problème, il est là aussi, c'est que des fois, on voudrait bien utiliser des alternatives, mais on expérimente, on est souvent en phase d'expérimentation. Voilà. Donc alors là, c'est pour le côté viticole, hein. Vous allez me dire qu'il y a aussi le côté... Moi, j'ai un métier à plusieurs facettes. En fait, j'ai plusieurs métiers dans le même métier, dans mon métier. Sur le côté des vins, on maîtrise mieux. On est plus dans la maîtrise des fermentations alcooliques. Toutes les étapes de vinification, on est vraiment plus dans la maîtrise. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'utiliser des levures sélectionnées. Avant, ils travaillaient avec les levures indigènes, c'est-à-dire les levures naturelles qui sont présentes sur le raisin. Vous direz, pourquoi vous ne continuez pas comme ça? C'est super, des levures naturelles. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que certaines ne font pas bien leur travail, même si elles sont naturelles, et certaines donnent des mauvais goûts au vin. Ah oui. Donc, du coup, dans les années... C'est comme un risque. Voilà. On a créé... Alors, je ne vais pas savoir... pour certaines, je vais savoir, mais alors là, je ne sais plus dans quelles années on a découvert... Enfin, en tout cas, on a commencé à travailler sur des levures sélectionnées. Ce sont bien des levures qui viennent du vignoble. C'est juste qu'on a, avec les laboratoires de Champagne ont pu mettre en évidence les levures les plus efficaces qui permettent d'avoir une fermentation alcoolique complète sans donner de goût au vin. Nous, aujourd'hui, on va plus loin. C'est notre première année. On a sélectionné nos propres levures, en fait. Ah oui. Voilà. Donc, on a fait des prélèvements l'année dernière à la vendange 2018 de plusieurs raisins. On les a envoyés en laboratoire. Et puis, elle nous a sorti des levures qui étaient efficaces pour faire la fermentation alcoolique et surtout qui ne donnaient pas de mauvais goût. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça donne même des bons goûts. Donc, c'est super. Ça va encore permettre le renforcement du caractère de nos champagnes, en fait. Voilà. C'est la première année qu'on les a utilisés et on va également les utiliser au moment de la mise en bouteille. Ok. Voilà. C'est incroyable, comme quoi il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent impacter le goût du vin ou le rendu final. Tout à fait. Mais le contenant également va jouer. Si on a des cuves en inox, des cuves en tôle émaillé, des cuves en béton ou des tonneaux, ça ne va pas du tout donner la même chose. En fait. Vous, sur le domaine, vous avez diversifié, vous avez pris le parti de diversifier effectivement les contenants. Ouais. Tout à fait. Alors, mon grand-père travaillait en fût. En tonneau. C'est mon père qui a fait rentrer des cuves en tôle émaillée. Il avait travaillé le béton également. Et nous, là, on vient de rentrer donc des jarres en grès, un foudre, ce qu'on n'avait pas encore. On a des œufs en béton. Enfin, voilà, on a encore diversifié pour toujours donner des arômes naturels différents et donner de la complexité encore. De la richesse au vin. Ouais. Et le dernier point sur lequel dont on pourrait parler, c'est effectivement le commerce. Le commerce, c'est plus la même chose. Mon grand-père, lui, il vendait à sa famille et à ses amis. D'ailleurs, il a commencé comme ça avec ses 500 bouteilles. Aujourd'hui, on produit plus de 50 000 bouteilles. Oui. Et mon père, il a vendu surtout 100% en France et en vente directe. Il avait quasiment pas de professionnels.
Et nous, aujourd'hui, on s'est diversifié parce qu'on avait cette volonté de le faire, parce que sur notre exploitation de 8 hectares, on peut produire plus de bouteilles. Parce que donc vous avez des réglementations pour le nombre de bouteilles que vous pouvez produire en fonction de... Alors, c'est pas ouais, c'est ça. C'est production en bouteille, mais c'est surtout, en fait, au départ, ce sont des quotas qui sont donnés au moment de la vendange. C'est-à-dire qu'on va essayer de produire en Champagne ce qu'on vend. Ah, je dis bien on essaye, puisque ça fait 10 ans qu'on a des petits quotas et que en fait, ça marche pas bien. Hein, parce que si on a des bouteilles à 9 € en supermarché, c'est que ça marche pas bien. D'accord, oui. On essaye de se réguler. Voilà, le problème, c'est peut-être que la seule solution qu'on a trouvée en Champagne, c'est le rendement et que peut-être il y avait d'autres solutions sur lesquelles on n'a pas travaillé, comme la communication ou des choses comme ça. Voilà. Mais du coup, nous, on s'est diversifié dès qu'on est revenu il y a 12 ans avec mon mari, parce qu'on avait envie de faire plus de bouteilles, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on est dans une phase un peu compliquée. Hein, la Champagne est clairement dans une phase compliquée. Et d'avoir été chercher la diversification, c'est un petit peu ce qui nous permet, nous, de continuer à travailler de manière sereine, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on exporte à l'étranger, de l'Australie aux États-Unis. Donc vos plus gros clients à l'étranger, ce sont qui ? Ça dépend des années. Mais quand on dit les plus gros clients, de toute façon, on essaye toujours qu'un client ne dépasse pas les 5000 bouteilles parce que comme on en fait 50 000 bouteilles, voilà, on ne veut pas non plus être... la diversification, c'est le plus important. D'accord. Voilà. Donc vous aussi, vous avez vos quotas pour vos clients. Nos quotas, non, mais c'est vrai que voilà, je fais toujours attention à ça, c'est d'avoir quand même une clientèle assez étoffée. Donc, il y a l'export, il y a les ventes directes et il y a les ventes via cavistes et restaurateurs. Et tout ça, ce sont des secteurs qu'on a développés en fait. Les trois en fait. Donc voilà. Donc depuis votre arrivée sur le domaine, oui. Alors, d'accord. Donc on essaye effectivement de développer encore d'une manière différente la vente directe avec le no-tourisme. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous recevez donc beaucoup de visiteurs qui veulent apprendre comment se fabrique le champagne, etc. Est-ce que ça fait depuis combien de temps à peu près que vous avez remarqué le développement des visites ? Alors, je dirais que ça aussi, ça a évolué. C'est-à-dire que, en fait, recevoir du public, ça a toujours été dans nos préoccupations. La vente directe, de toute façon, par la force des choses, quand vous faites de la vente directe, implique qu'il faut une venue de... Voilà. Effectivement. Du coup, on se confronte aux personnes qui dégustent nos champagnes. Donc mon grand-père l'a fait avec sa manière à lui, peut-être un peu plus authentique et un peu plus vigneronne. Mes parents l'ont fait, alors sans l'anglais évidemment, oui. Tout en français. Et je dirais que c'était presque plus facile. Oui, on peut le dire. De toute façon, les générations précédentes vont pas le cacher. C'est qu'effectivement, on avait beaucoup de gens qui venaient directement à la propriété chercher leur consommation, souvent à la fin de l'année d'ailleurs, pour toute l'année. Voilà. Et puis, ils prenaient pour l'oncle, le cousin, etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir des dépositaires aussi, parce que des fois, ils disent attends, je vais en prendre pour toute l'année, puis j'ai tellement de copains ou de familles ou de voisins qui sont intéressés. Et puis, ces dernières années, on se rend compte quand même qu'il y a moins de monde quand même qui passent chercher ces 150 bouteilles ou voilà. On a le panier moyen a baissé et on a de moins en moins de monde qui vient à la propriété parce que on a une partie de la clientèle aussi qui a disparu, qui a vieilli. Et puis les jeunes sont moins dans cette phase. Alors de venir nous voir, oui, mais pas pour venir chercher leurs 150 bouteilles parce que on a effectivement des jeunes qui sont en recherche d'informations. Plus que de dégustation, si je peux dire ça, mais ça fait partie quand même du jeu. Mais en tout cas, ils veulent savoir ce qu'ils consomment. Peut-être plus que leurs aînés. Ce qui est normal, moi aussi, j'aime bien savoir ce que je consomme. Du coup, la dégustation seule que faisait mon père, il faisait rarement visiter sa cave. Donc là, il faut vraiment un aspect pédagogique maintenant pour pouvoir revenir entraîner les gens. On a un consommateur averti, tant mieux. Enfin, je dirais... tant mieux, parce que déjà, c'est plus agréable pour nous. Ah oui, vous avez un vrai intérêt pour votre travail et pour exactement ce que vous faites dans les vignes. Voilà. Donc, on n'a plus le même public face à nous et il était important de diversifier les canaux de commercialisation parce que la vente directe où les gens viennent chez nous, ça se raréfie. Donc, c'est à nous de les faire venir maintenant. Donc là aussi, les choses ont changé en fait.
Est-ce que vous servez par exemple des réseaux sociaux ou bien Oui. de... Oui. Beaucoup. Alors, on a cette chance que c'est pas notre premier métier, mon mari et moi-même. Oui, vous avez été journaliste. Voilà, tout à fait. Donc, moi, j'étais journaliste, quelques années, évidemment, 5-6 ans de mémoire. Mon mari, lui, il était créateur de sites internet. Donc, même si les réseaux sociaux n'existaient que très peu de mémoire, moi je me suis inscrite sur Facebook en 2006 et on est revenu ici en 2007. Donc c'était pas forcément C'était pas encore l'apogée. l'apogée, mais en même temps, du coup, on a peut-être une sensibilité un peu plus importante pour pouvoir utiliser ce genre de réseau. Donc oui, effectivement, on les utilise beaucoup et on se rend compte que les gens sont en demande en fait de savoir comment on travaille. Ils sont en demande aussi d'informations et on peut leur en donner toute l'année. Est-ce que vous trouvez que la consommation de champagne, elle évolue? Est-ce qu'on consomme toujours le champagne pour des grandes occasions ou pour voilà, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus comment dire, pour toute occasion, sans trop de... Alors, moi je dirais évidemment, il y a la vigneronne qui parle, mais le champagne c'est tout le temps. Ça peut être dès le brunch, c'est hyper sympa dès le brunch. Je ne vais pas dire dès le petit déjeuner quand même. Mais pas avec du jus d'orange. Hein. Non, ouais, pas avec du jus d'orange. Non. Alors, oui, les consommations, les tendances ont changé. Moi, je vois souvent, on le servait au dessert avant. Malheureusement, c'est pas là où on l'apprécie le plus. Ça dépend de quel type de champagne on va servir. Mais on l'a de plus en plus à l'apéritif. De plus en plus, les gens le consomment à l'apéritif. Tant mieux, je dirais. Alors, je pense qu'il y a eu un petit peu tout ce qui est loi sur le volant, tout ce qui est loi sur la sécurité routière, qui a peut-être aussi entraîné qu'on prend moins des apéritifs forts pour plus un champagne. Tant mieux, tant pis pour le whisky. Et puis, pardon pour eux. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener les gens à consommer le champagne aussi en mangeant, parce que ça reste un vin et on l'a très peu dit. On a souvent mis le champagne. Les gens ils me font ah excusez-moi j'ai dit que c'est un vin. Mais oui c'est un vin en fait. C'est-à-dire que voilà on lui a donné la réputation d'être un vin à bulles, mais c'est plus qu'un vin à bulles. C'est un vin à bulles avec une expression qui exprime le terroir, etc. Donc, on espère que la consommation va continuer de changer, en tout cas, qu'elle va... parce qu'après, il y a la consommation des différents types de populations, c'est-à-dire que les anciens, il y a beaucoup de choses qui jouent dans les paramètres de la consommation. C'est déjà la génération. Les jeunes en consomment moins parce que ça reste un vin à bulles festif, mais pour nous, c'est plus que ça. C'est aussi un vin très sérieux. Et on a oublié que c'était un vin sérieux et que c'était pas juste un vin léger. Pour trinquer. Voilà, pour trinquer. Après, il y a eu aussi la communication de la Champagne en général, qui a surfé là-dessus parce que ça marchait à un moment, mais ça marche moins bien aujourd'hui puisqu'il y a les Prosecco, il y a les Cava, etc. Après tout, et qui sont très bien faits également, pour beaucoup. Est-ce que vous trouvez que le Prosecco est un véritable concurrent du champagne ou est-ce que vraiment le champagne, de par sa marque et sa notoriété, continue de régner? C'est-à-dire que ça dépend de quel consommateur on parle. Je pense qu'effectivement, il y a des risques en fait qu'il faut pas négliger. C'est que si on reste sur le fait qu'on se dit le champagne c'est un vin à bulles festif, ouais là on va tout droit vers de la concurrence. Si après on dit venez voir, on a des terroirs, on a des champagnes différents, on a un champagne par moment, on a un champagne par ami, un champagne par saison, un champagne par plat. On n'est plus dans la concurrence, quoi. Et tout est histoire de discours et de communication, en fait. Voilà. Après, effectivement, si vous êtes en fin de soirée avec un vin à bulles festif, est-ce qu'on fait attention si c'est un Prosecco ou pas? Je vous dirais... Non, mais voilà. Moi, je dirais qu'il faut continuer à boire du champagne parce que, voilà, mais oui. Il faut vraiment savoir se recentrer sur ce qu'est un champagne. Si on se dit c'est juste un vin à bulles festif, je ne pense pas que ce soit intéressant. Voilà. Et puis les Prosecco commencent à monter en gamme et ils ont une bonne communication aussi. Il va falloir vraiment, nous, qu'on ne se laisse pas distancer. Mais il ne restera toujours de champagne qu'en Champagne, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais à nous de rester le roi des vins, en fait. Et en plus, on a une histoire, et il va falloir qu'on travaille sur cette histoire également. Jusqu'à présent, les Prosecco ont très peu d'histoire. Et pourtant, les gens, dans les enquêtes, dans les travaux qui ont été faits, les gens, ils ont l'impression que le Prosecco a une histoire. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille. Il ne faut pas non plus qu'on se laisse distancer. De toute façon,
Si on se tait, on dit rien. Si on dit rien, pardon, on laisse faire croire tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Et évidemment, le prosecco, j'ai un grand respect pour les prosecco et surtout pour les vignerons qui font du prosecco, parce qu'honnêtement, ils le font pas non plus de manière très facile, non plus, pour y être allé. D'accord. Voilà. Pour un autre sujet encore. Voilà, tout à fait. Est-ce que, donc sur un autre thème, est-ce que le changement climatique est quelque chose qui inquiète la région de Champagne par rapport, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait à l'avenir moins de terres qui soient cultivables ou qu'est-ce que ça implique dans vos productions? Alors, et du coup, ça rejoint aussi la question précédente, c'est que le champagne a toujours évolué également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les consommateurs qui ont évolué, il y a le champagne également et la qualité des champagnes. Donc, de toute façon, première chose, c'est que le champagne a évolué et a toujours évolué. Donc, il continuera d'évoluer. Hein, j'entends en termes aromatiques. On s'est adapté au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations. Donc, il va continuer cette évolution. Évidemment que ça m'inquiète. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ici, je pense que 100% des vignerons et des maisons et des coopératives vous répondront qu'il y a un changement climatique. Mon grand-père, il faisait ses vendanges avec les mêmes cépages mi-octobre. Aujourd'hui, moi, sur 12 vendanges, j'en ai fait 5 début septembre. Donc, ça va très vite en plus. Donc, mon père, il faisait souvent ses vendanges autour du 20-25 septembre. Oui, ça va très vite. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas de changement climatique. On a tous les yeux grands ouverts sur cette question. Maintenant, évidemment, les pratiques, le vin a également changé. Et au-delà de ça, parce que souvent on nous dit vous en Champagne, vous êtes super content parce que finalement ça va vous donner encore des vins plus de caractère, etc. Alors que dans le sud, non, c'est un vrai problème parce que dès le départ, le changement climatique, par exemple cette année, moi j'en ai eu une conséquence terrible, c'est l'échaudage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu un fort stress hydrique. Les vignes n'ont pas du tout aimé le manque d'eau. Le manque d'eau ici en Champagne. Enfin voilà, pardon, mais je me dis, ce qui était impensable même il y a encore 15 ans. Oui, alors on va parler de l'année 76. Mais sinon, c'est plutôt impensable, en fait, le manque d'eau en Champagne. Et puis, donc, il y a eu le stress hydrique qui fait que la vigne s'est un peu renfermée sur elle-même. Et puis, l'échaudage, c'est-à-dire que tous les raisins qui ont été grillés direct par le soleil, on a eu plus de 40 degrés ici en Champagne. C'est plutôt surprenant, en fait. Donc, moi, j'ai perdu pas loin de 40% de ma production. Voilà. Alors, c'était une belle production au départ. On devait faire une année exceptionnelle. Donc, on s'en sort pas trop mal à la fin. Mais bon, quand même, quoi. Et puis, le gel, il y a toujours gelé. Alors, on va pas dire que c'est quelque chose c'est juste qu'on s'en souvenait plus des fois quand il gèle. Mais il a toujours fait. Et puis, on voit aussi, on a dû changer certaines pratiques. Par exemple, le passage au froid, qui est une opération naturelle, en tout cas, qui se fait en cuverie. Moi, mon père et mon grand-père, ils ouvraient les portes de la cuverie et le passage au froid se faisait naturellement. Maintenant, on n'a plus les températures, on reste rarement à moins 7, moins 8 degrés l'hiver, quoi. Donc, on a dû faire des passages au froid nous-mêmes, en fait, en allant mettre nos vins au froid sans attendre qu'ils soient naturels, malheureusement, quoi. Voilà. Donc oui, on en est conscient. La prochaine étape, ça va plutôt être... alors, on nous dit qu'il y a une perte d'acidité dans les vins. Quand on travaille nos sols, on ne la remarque pas. C'est-à-dire qu'effectivement, l'acidité est donnée par le travail du sol. Donc, on n'a pas trop ce souci, et c'est ce qui est notre cas, puisque nous, on est vraiment sans herbicides, on travaille nos sols. Maintenant, la question que je me pose, c'est si je garde les cépages que j'ai, d'utiliser des clones peut-être plus productifs, puisque je produis moins à cause de l'échaudage, à cause du travail du sol aussi également, ou alors le changement de cépage. Quand vous dites des clones, vous voulez dire quoi? En fait, aujourd'hui, quand on utilise des plants de vigne, on a différents types de plants de vigne en fait, pour un même cépage. Donc c'est ça un clone, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelques années on a fait une sélection clonale. En fait on est allé chercher, alors je dis on, c'est pas moi, j'étais peut-être même pas née, on est allé chercher les cèpes de vigne qui produisaient le mieux, et puis en fonction du porte-greffe, donc la partie qui est dans la terre, etc. Donc on a fait plusieurs, on a sélectionné, c'est ce qu'on appelle un clone,
plusieurs pieds de vigne, de par leur production, de par leur résistance à la pourriture, de par leur résistance à différents critères, en fait. Voilà. Donc, je me pose la question du clone pour le renouvellement de mon vignoble et je me pose différentes questions. Je me dis, dans l'urgence, qu'est-ce que je peux faire contre, là, clairement, l'échaudage? Qu'est-ce que je peux faire contre plein de choses, en fait. Voilà. Chaque année, en fait, puis on regarde aussi l'évolution de nos parcelles, ce qu'elles ont mieux supporté, ce qu'elles n'ont pas, qui supporte le mieux. Ouais, je dis qui, hein, quelle parcelle, pardon. Mais bon, finalement, ça est quand même... on les personnifie un petit peu. Oui. Voilà. Mais oui, donc oui, il y a une vraie problématique. Et à l'heure actuelle, nous, on regarde à notre petit niveau. Mais maintenant, c'est aussi aux institutions, aux organismes de travailler sur l'avenir de la Champagne et de la viticulture en général, que ce soit l'IFV. Et chez nous, l'IFV a délégué ses compétences au CIVC, donc à l'Interpro, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est une préoccupation, effectivement. Et quand vous disiez diversifier les cépages, est-ce que ça serait... là, il y a 3 cépages actuellement vraiment qui sont utilisés. Oui. Est-ce que si on va vers d'autres cépages, ça dénaturerait pas, entre guillemets, le champagne pour en faire autre chose? De toute façon, vraiment, les caractéristiques aromatiques du champagne, elles évoluent avec le temps. Les champagnes que produisait mon grand-père, c'est pas ceux que je produis aujourd'hui. Voilà. Et puis, parce qu'on doit aussi s'adapter aux tendances du marché. Mon grand-père, il a produit beaucoup de demi-secs, il a fait des secs, il a fait des doux. Aujourd'hui, c'est plus la tendance du marché. La tendance du marché, c'est de moins sucré, d'avoir pour certains plus de fraîcheur, plus de finesse, pour d'autres plus de. Alors on est un peu, là, on rentre dans. Avec tel plat, je mange plus, j'utilise plus un champagne aromatisé comme. Enfin, j'entends par là. Avec plus de corps, plus vineux ou plus frais. Enfin voilà. Mais de toute façon, le champagne a évolué quoi qu'il arrive et continuera d'évoluer. Enfin, ça me paraît évident. Il n'y a rien qui reste statique ou voilà. Après, il n'y a qu'une chose qui ne varie pas, c'est le terroir. Voilà. Le terroir, il est toujours là, il est toujours argilo-calcaire, en tout cas pour l'instant. Dans quelques millénaires, il sera différent, j'imagine. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est celui-ci. Donc, il faut... nous, notre travail de vigneron, c'est de magnifier le terroir et d'apporter ces caractéristiques dans le panel aromatique de nos champagnes. C'est ça vraiment, en fait. Et c'est ça qui fait le caractère d'un champagne. C'est que, en fait, d'un village à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes champagnes parce que les caractéristiques des terroirs sont différentes, même à quelques kilomètres. Dans mes 40 parcelles également, je vais avoir des parcelles où je vais être un peu plus sur le sable, d'autres un peu plus sur le calcaire. Voilà. Donc, vous allez avoir vraiment des champagnes de caractère différents. C'est vrai que quand on mélange tout, pour le coup, on a moins de caractère. Voilà, c'est ça. Donc ça, par contre, ça ne bougera pas. Il n'y a de champagne qu'en Champagne, clairement. Alors du coup, quand on voit des maisons comme Tétinger qui vont acheter du vignoble, par exemple en Angleterre, on ne pourra jamais appeler ça du champagne. Non, c'est vrai, on ne pourra jamais appeler ça du champagne, mais bon, je me mets à la place de Pierre-Emmanuel Tétinger et de son staff. Ça doit être sympathique aussi d'aller faire des vins à bulles sur d'autres terroirs. Enfin, je veux dire, avant lui, la maison LVMH a investi en Californie, etc., et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Bah ouais, alors, eux, c'est a priori, est-ce que c'est pour se rapprocher du champagne ? Ça, je laisse à chacun le soin d'aller tester, de voir. Mais après, j'ai testé par moi-même, donc voilà. Après, pour moi, vigneronne, parce que forcément que je me pose des questions également, je me dis, hey, si j'avais cette opportunité, est-ce que j'irais ? Exactement, oui. Mais je me dirais, comme en plus, il n'y a pas de règles, ou en tout cas très peu dans ces régions, je me dirais, tiens, j'essaierais bien tel cépage ou tel cépage, est-ce qu'il est plus adapté ? C'est aussi pour ça que mon petit doute sur ce que je viens de dire auparavant, c'est quand je vois que Moët va planter la Maison Chandon va planter du pinot noir, du meunier et du chardonnay en Californie, je me dis, est-ce que c'est des bons choix ? Oui. Voilà. Mais c'est ce que je me dirais, si moi je vais en Californie demain, je me dis, j'aurais envie de vinifier autre chose et d'autres cépages et essayer de trouver les cépages les plus adaptés pour faire des vins qui révèlent le terroir de la Napa Valley ou de la Sonoma Valley, quoi. Voilà.
Donc non, je comprends parce que je pense que ça doit être assez passionnant Oui. d'aller. Un nouveau territoire. Et puis en plus un nouveau territoire où il y a, oui, il y a déjà eu, on commence à y planter des vignes, donc forcément ça doit être passionnant et assez tripant quelque part, assez excitant. Presque une conquête de l'Ouest. Et ça sera pas du champagne. Il n'y a de champagne qu'en Champagne sur l'AOC délimitée. Voilà. Et puis c'est le nom d'une région au départ. Exactement. Rattaché à un territoire. Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Savoir-faire extraordinaire pour découvrir le domaine en images, avoir des petites photos du backstage et ne pas louper la sortie du prochain épisode. Pour avoir plus d'infos sur le domaine Pio Siviano, je vous invite à faire un tour sur leur site internet qui est indiqué dans la description de l'épisode. Bonne semaine à tous et à très vite pour le prochain épisode.